Bonjour à toutes, bonjour à tous. Enchanté, je m'appelle Vincent. Je travaille chez BPI France Conseil, donc qui est la direction qui accompagne directement les PME et ETI, ponctuellement quelques startups. Donc je vais vous présenter avec Thomas cette masterclass IA dans les PME de l'adoption à la disruption. Pourquoi cette réflexion? Je vais y venir et je laisserai Thomas se présenter juste après. Mais donc chez BPI France Conseil, on accompagne sur l'IA les PME depuis quelques temps déjà. Et on a beaucoup travaillé sur un programme qui s'appelle IA Booster, financé par France 2030. Et dans ce cadre-là, on a accompagné. L'opéra, c'était pas prévu. On a accompagné plus de 600 entreprises l'année dernière. Et on est à peu près sur le même volume cette année. On va continuer à en faire beaucoup. Justement, on a fait une première étude d'impact sur tous ces accompagnements qui a permis de réaliser un livre blanc avec des conclusions. Donc le livre blanc, vous pouvez le partager, il est en accès libre. Vous avez simplement à prendre le QR code juste ici. Mais donc moi, je vais vous partager les principaux enseignements de ces accompagnements-là. Et Thomas, ensuite, vous parlera plus du volet justement disruption. Donc voilà. Alors pour commencer, déjà sur ce qui on accompagne, c'est les PME essentiellement. C'est l'objet de la table ronde. Ce qu'on peut déjà dire, nous, et ce qu'on a constaté avec nos accompagnements, c'est que les PME ont globalement, mais ça c'est sans surprise, un niveau de maturité qui est encore très faible sur l'IA, mais surtout sur la gestion de la donnée, la data. Et ça, on le dit souvent, il n'y a pas d'IA sans data. Si on veut aller vers des cas d'usage un peu transformants, effectivement, c'est vraiment vital d'avoir ce qu'on appelle une gouvernance de la donnée au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, on peut tester des petits outils d'IA simples et intégrer à des process, mais nécessairement, au bout d'un moment, si on veut aller vers des objectifs et des cas d'usage un peu plus transformants, il va falloir se poser la question du traitement de la donnée. À côté de ça, et même plus largement, ce qu'on a constaté, c'est que l'infrastructure digitale dans les PME, donc là, c'est les outils classiques, elle n'est pas toujours au niveau pour faire de l'IA. C'est-à-dire qu'avant même de faire de l'IA, on peut se demander si parfois il vaut mieux pas installer un CRM, un ERP. C'est quelque chose d'assez trivial, mais dans la majorité des clients, enfin, tous les clients ne sont pas équipés à un niveau digital suffisant pour pouvoir faire de l'IA. Donc ça, c'est des freins assez importants à l'essor et à l'adoption de l'IA dans les PME. Il y a également un autre frein, et ça c'est quelque chose qui nous est remonté directement par les clients, c'est qu'il y a aujourd'hui en France un manque de compétences très important pour pouvoir implémenter l'IA dans les PME. Aujourd'hui, si on regarde par rapport aux autres pays européens, la France est un petit peu en retard sur l'adoption de l'IA dans les PME, et c'est notamment lié à cette problématique de la compétence. On n'a pas assez de profils techniques qui sont capables d'intégrer, d'implémenter l'IA dans les entreprises. Et ça d'ailleurs, c'est le premier frein devant le besoin en financement. Aujourd'hui, même si c'est un frein quand même notable pour un certain nombre de dirigeants, c'est d'abord le manque de compétences qui freine l'adoption devant le manque de financement. Pour autant, il y a des attentes qui sont assez fortes autour de l'IA dans les PME. C'est-à-dire que ça coûte cher, on ne sait pas comment faire, mais on en attend beaucoup, notamment pour optimiser l'existant. C'est-à-dire que les dirigeants de PME aujourd'hui, les dirigeants de TI, comment ils voient l'IA? Ils ne le voient pas forcément comme l'outil qui va tout chambouler, tout transformer à court terme, mais comme un excellent moyen de faire des gains de productivité à court moyen terme. Et ça, c'est 90% des dirigeants qu'on a accompagnés qui nous le remontent, qui nous disent, moi, c'est vraiment sur ça que j'attends de l'IA. C'est pas forcément, et ça, on va en parler avec Thomas derrière, c'est pas forcément sur l'aspect justement transformation radicale de ma société, transformation du business model et ce qu'on appelle disruption. Donc il y a une approche en fait aujourd'hui assez pragmatique de l'IA chez les dirigeants et ça se traduit notamment sur les cas d'usage et les fonctions métiers qui vont être priorisées. Aujourd'hui, chez la très grande majorité des dirigeants qu'on a accompagnés, plus de 90%, on arrive à identifier quand même des cas d'usage à fort impact. Donc ils vont avoir des gains de productivité assez forts. Et sur des fonctions métiers assez critiques. Donc les principales fonctions métiers, la production, les opérations, le marketing, les ventes. Donc aujourd'hui, il y a des cas d'usage très forts et très impactants dans la grande majorité des entreprises. Pour autant, on a seulement 30% de ces cas d'usage identifiés et qui derrière seront d'ailleurs encore moins à être priorisés, qui sont des cas d'usage vraiment transformants et qui vont radicalement transformer l'activité. Donc la conclusion, c'est que l'IA aujourd'hui, même si elle apporte énormément de choses sur le volet gain de productivité, ça ne va pas disrupter absolument toutes les PME de France. Loin de là. On est plutôt sur une phase où, en fait, d'adoption pour gagner des gains de productivité. Et la majorité des industries vont être encore pérennes, même s'il y a l'IA qui arrive.
Elles ne vont pas être toutes disruptées. Ça va mathématiquement concerner quand même moins d'entreprises. Aujourd'hui d'ailleurs, dans le succès des projets IA, et ce qui fait que l'IA fonctionne, c'est avant tout, je vous le disais, la qualité de la donnée. Donc la première recommandation que nous on fait aux entreprises qu'on accompagne, c'est un travail sur les données. Et ça concerne plus de 50% des boîtes qu'on a accompagnées. Également, un des points très importants, c'est de se dire que l'IA, c'est un sujet de long terme et qu'il va forcément falloir désigner des personnes qui vont faire dans l'entreprise après un accompagnement. Vous décidez demain d'implémenter de l'IA, il y a finalement peu d'outils standalone qui tournent tout seuls sur lesquels vous n'avez rien à faire. Il y a quand même besoin d'intégrer ces outils, de les maîtriser. Donc il faut que vous posez la question des ressources et des compétences à long terme. Un consultant, il va passer, c'est très bien, il va vous trouver des choses super à faire, mais il faut penser sur le temps long. Si je reviens justement sur les cas d'usage et la nature des cas d'usage qui vont être priorisés, aujourd'hui, donc comme je vous le disais, la grande majorité des cas d'usage, c'est plutôt sur l'optimisation de l'existant, l'optimisation des processus de production. On est très loin de... Donc ça, c'est les cas d'usage qui vont être priorisés par les dirigeants. C'est qu'en sortie d'accompagnement avec BPI, qu'est-ce qu'ils décident de faire? La grande majorité des cas d'usage aujourd'hui, c'est plutôt de l'automatisation simple. Tandis qu'il y a une minorité de clients qui décident de transformer radicalement leur offre de service, de développer des nouveaux produits, etc. Donc la majorité des dirigeants aujourd'hui sont, comme c'est le corollaire direct de leurs attentes, ils sont là pour optimiser l'existant plutôt que de transformer radicalement leur société. Sur la nature des projets en eux-mêmes, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue des accompagnements qu'on a réalisés, on a plus de 75% des dirigeants, donc des diagnostics qu'on a déployés chez nos clients, qui décident d'investir dans les 6 mois. Donc ce qu'on a observé, c'est que quand on envoie un consultant qui aide les dirigeants à y voir clair sur ce que l'IA peut faire, dans les 3/4 des cas, c'est un déclencheur pour l'investissement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper structurant pour nous, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des attentes très fortes, mais le vrai déclencheur, c'est d'identifier vraiment les projets à valeur ajoutée. Pour autant qu'on interroge les dirigeants sur ce qui pourrait les freiner dans l'adoption à long terme, là, cette fois, on rejoint plutôt la difficulté de financement. Voilà, donc se lancer, c'est plutôt un manque de compétences, mais après faire et industrialiser un projet dans le temps, c'est plutôt l'argent là qui peut poser un problème, même si ça concerne que la moitié des dirigeants, et que ce qu'on observe, c'est que quand il y a un ROI clair qui est déterminé, en fait, les dirigeants ont plutôt tendance à financer. Sauf pour les cas, mais ça on va en parler, les cas les plus transstructurants, les plus disruptifs. Pour vous donner des ordres de chiffrage, ça peut vous intéresser aussi, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'IA, mais combien ça coûte, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que c'est un peu difficile d'y voir clair, parce qu'une licence ChatGPT Pro, ça coûte 20 euros. Pour autant, on voit des chiffrages de projets IA qui peuvent monter à plusieurs centaines de milliers d'euros pour une PME. Aujourd'hui, la majorité des projets qui sont priorisés par nos clients, ils coûtent moins de 50 000 euros, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire des choses super intéressantes pour moins de 50 000 euros, pour des gains annuels estimés qui peuvent varier et qui peuvent aller en majorité entre 50 et 100 000 euros. Donc, c'est-à-dire que j'investis 50 000 euros, j'ai un ROI de 100 000 euros sur l'année suivante. C'est très schématique, là on est sur des ordres de grandeur, mais c'est pour vous donner l'illustration que l'IA, c'est accessible quand même pour une PME, même si c'est pas nul, le coût n'est pas zéro. Et ça, c'est le problème des outils d'IA générative grand public aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent donner l'illusion qu'on peut faire de l'IA à très 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 bas coût. Dès qu'on commence à rentrer dans les processus de l'entreprise, ça coûte un petit peu plus d'argent. Voilà. Pour vous redonner, ventiler les types de projets qui sont aujourd'hui priorisés par les dirigeants, et ça c'est vraiment le point, et je pense que c'est le point clé de ce que je vous ai en train de présenter, c'est que la majorité des projets qui sont priorisés, c'est ce qui s'appelle des quick wins. Victoire rapide. Un quick win, c'est quoi? C'est un ROI rapide sur un process qui est déjà existant et sur lequel je rajoute une brique d'automatisation qui me permet de faire mieux, plus vite et moins cher. En général, ces quick wins-là, il n'y a pas besoin d'avoir de la donnée structurée pour les mettre en place. Ça va assez vite et c'est assez simple à faire. Pour autant, ces quick wins-là, si c'est simple à faire et si ça coûte pas cher, tout le monde va les faire. Ça, c'est sûr. Donc, d'ici 2 à 3 ans, nous, notre prédiction chez BPI France, c'est que tout le monde va s'équiper et c'est que ça va devenir ce qui s'appelle une commodité. Votre voisin, il aura fait la même chose que vous. Il aura un outil qui lui permet de générer plus vite des contrats. Il aura ses comptes rendus de réunion automatiques qui vont remonter directement dans le CRM. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire, c'est sûr, mais tout le monde va les faire. Et il y a un autre mouvement qui va avoir lieu, c'est que vos solutions digitales que vous utilisez déjà aujourd'hui, c'est-à-dire votre CRM, votre ERP, nativement, ils vont intégrer progressivement des briques d'IA. Votre CRM, il va vous proposer du jour au lendemain une solution IA. Voilà.
L'IA, si on n'en veut pas, elle rentre quand même par la porte, hein. Meta, ils nous ont poussé, Meta AI qui fonctionne très bien ou mal d'ailleurs, ces outils digitaux vont vous équiper nativement. Donc en fait, l'IA va elle-même en fait infuser dans votre entreprise. Donc il va falloir s'intéresser à des projets dits critiques ou des projets disruptifs. Nous, on a fait ces 3 typologies de, voilà, c'est très arbitraire, hein, passer d'une catégorie à l'autre. Évidemment, c'est toujours très subjectif, mais ça permet de donner une vision et un ordre d'idée. Ce qui est intéressant, c'est de se projeter surtout sur les projets dits critiques et les projets disruptifs. Là, c'est des projets qui vont toucher votre cœur métier, donc vraiment votre business model et votre métier directement. Donc, je suis consultant, ça va concerner les slides et les conclusions que j'apporte à mes clients. Qu'est-ce que je produis, qu'est-ce que j'apporte comme valeur. Je suis avocat, mes conclusions juridiques. Je travaille dans l'industrie, ma ligne de production. Ça, c'est des cas d'usage qui sont beaucoup plus transformants et donc qui vont faire appel à de la donnée un petit peu plus critique. Donc, on en revient à la nécessité d'avoir une vraie gouvernance de la donnée et de la donnée annotée, claire, facilement accessible. Et là, forcément, ça coûte un petit peu plus cher. Et on arrive sur des chiffrages qui sont un petit peu plus importants. Ces projets critiques-là, c'est ces projets-là qui vont être différenciants sur le long terme. C'est ces projets-là qui vont vous garantir, en tout cas, de rester dans la course et de rester compétitif par rapport à vos concurrents, mais aussi, et Thomas il va en parler, par rapport à des nouveaux acteurs qui vont arriver. Ça va être les startups d'IA qui font la même chose que vous, mais moins cher, et les concurrents qui ont beaucoup plus investi. Et enfin, il y a la 3e nature de projet, c'est les projets disruptifs. Et ça, c'est les projets où, en fait, on peut se dire que l'IA, de toute manière, va transformer radicalement mon métier. Je suis graphiste. Demain, l'IA, déjà aujourd'hui, elle me permet de générer énormément d'images, énormément de contenu, de faire des logos assez rapidement. C'est quoi mon offre de valeur et c'est quoi qui est différenciant aujourd'hui quand je suis graphiste. Ça ne veut pas dire que je dois disparaître demain, mais ça veut dire que je dois repenser mon métier. Et il y a énormément de métiers, des professions intellectuelles en particulier, qui sont impactées par l'essor de l'IA générative et qui vont devoir repenser leur manière de faire leur métier. Aujourd'hui, nous, c'est seulement 10% de nos clients qui réfléchissent de cette manière et qui commencent déjà à investir là-dessus. Mais ce qu'on se dit, c'est que dans 3 à 4 ans, ce chiffre-là, il va largement augmenter. Ça va être peut-être 30% de nos clients qui vont devoir complètement revoir leur métier, leur manière de faire. Et ça concerne absolument toutes les industries. Le service, l'industrie lourde. Ça peut concerner aussi bien des PME de 10-15 personnes que des PME, des ETI un peu plus structurés, voire des grands groupes. Donc, il faut les avoir en tête. Ces projets critiques, ces projets disruptifs, il faut savoir que ça existe parce que de toute manière, vous allez devoir vous y intéresser sur le temps long. Projet Quick Win à court terme, je gagne des gains de productivité, je teste l'IA, je découvre des choses. J'acculture ma boîte aussi à ce que c'est l'IA. On teste ensemble, on monte tous en compétences. Mais à long terme, il faut se projeter sur des projets beaucoup plus structurants qui, effectivement, sont plus risqués, effectivement, vont coûter plus cher, mais seront absolument nécessaires pour rester dans la course. Et justement, la course, c'est une fuite en avant vers la disruption. Et ça, Thomas, il va vous en parler parce que c'est un vrai expert du sujet. D'ailleurs, Thomas fait partie des 120 experts consultants avec qui on travaille et qui accompagnent au quotidien les PME. Donc les 600 PME qu'on a accompagnés l'année dernière et un peu plus de 600 cette année encore. Voilà, donc je passe la parole à Thomas pour le volet plutôt disruption. Et je te pique la télécommande. Merci. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'IA. Alors, le sujet de disruption, c'est une catastrophe parce que c'est un mot qui ne veut plus rien dire. Alors, on va essayer de soulever le tapis et de déterrer le cadavre au fond du jardin pour voir qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. Parce que, je vous le dis très franchement, il y a un énorme sujet sur les disruptions aujourd'hui. Et le sujet difficile à visualiser, à sentir venir, c'est celui-là et c'est le plus important. Alors, petite question pour vous, si vous voulez bien lever la main un instant. Qui parmi vous est chef d'entreprise? Si vous voulez bien lever la main, indépendant, chef d'entreprise. Ok, très bien. Qui parmi vous travaille en PME ou ETI? Si vous voulez bien lever la main. Super. Et qui parmi vous travaille en grand groupe? Parfait, merci beaucoup. Alors vous allez voir que le sujet qu'on a là aujourd'hui, il vous concerne tous parce qu'en fait le sujet de la disruption, c'est celui de comment on rend l'IA prévisible dans le temps. Vous avez tous, j'imagine, investi de votre temps ou de votre argent dans des formations en IA, peut-être dans la bourse en IA, dans des entreprises innovantes, peut-être investi dans votre propre entreprise d'une manière ou d'une autre. Comment on peut savoir de quoi le monde de demain va être fait? Comment on peut savoir à quel endroit les transformations économiques ne vont pas juste être une continuité, mais vont être un bouleversement? Est-ce que juste on est condamné à attendre et espérer que ça tombe du bon côté? Non. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des manières d'analyser ça, de se projeter et de voir comment le monde va se transformer par l'IA. Et la plus grosse transformation, c'est la disruption. On fait une petite plongée dedans ensemble. Alors l'IA,
évidemment, c'est le facteur de disruption le plus énorme aujourd'hui. Il est absolument gigantesque. Ça veut dire que c'est un gros coup de pied dans la fourmilière. Et alors, comment on peut savoir quel est l'impact de l'IA sur mon industrie à moi? Comment on peut mesurer ça et comment en fait on peut les prédire, tout simplement les intégrer, se dire ok, ça va aller à gauche, ça va aller à droite. Et si on le sait, bah, déjà on est peut-être un peu plus intelligent en termes de stratégie, mais surtout peut-être qu'on peut prendre une position de précurseur. Et ça nous intéresse. Alors, petite acculturation sur le sujet de la disruption. La disruption, c'est une catégorie d'innovation. Quand on innove, il y a plusieurs manières d'innover. Il y a la classique qu'on appelle la sustaining, je vais vous montrer, qui est on va dire une innovation progressive, mais il y a aussi des innovations qui sont dites disruptives. Et alors, on a ce qu'on appelle la low-end et la new market. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, quand vous passez par exemple de l'iPhone 15 à l'iPhone 16, c'est super. Vous avez plus de mégapixels, peut-être qu'il est un peu plus fin, un peu plus truc, l'écran est plus grand, et vous avez une fonctionnalité machin truc en plus, mais vous vendez toujours aux mêmes personnes, vous vendez de la même manière, vous n'avez pas disrupté. Alors c'est déjà génial, hein. Si vous êtes une entreprise qui est capable de faire de l'innovation, ça vous met déjà dans une position probablement de leader dans ce que vous faites. Donc c'est déjà exceptionnel, vous êtes capable de faire évoluer votre marché, les produits, la manière de le vendre, etc. C'est génial. Mais la disruption, c'est pas ça. La disruption, première catégorie, par exemple, c'est ce qu'on appelle la disruption low-end ou la disruption par le bas. Alors, si vous vous demandez d'où viennent ces noms, c'est pas moi qui les ai inventés. Il y a un mec qui a travaillé sur les sujets de la disruption qui s'appelle Clayton Christensen, qui a été professeur à Harvard pendant de nombreuses années et qui a lourdement théorisé ce concept de disruption et ses catégories. Donc, ça vaut le coup, en cette période-là, de le relire et de voir à quel endroit ça se croise avec l'IA. Vous allez voir que ça se marie étonnamment bien. Alors, le low-end, c'est le fait de dire qu'en fait, de temps en temps, quand une nouvelle technologie émerge comme l'IA, vous allez voir que la baisse de coût drastique qui est occasionnée par la nouvelle technologie va casser le marché. Alors, je vous donne un exemple, une comparaison de quelque chose qui s'est déjà produit, quelque chose qui est peut-être un peu plus simple. Vous allez voir, des fois, ça aide à faire des parallèles. Dans le domaine de l'acier, historiquement, quand on veut faire de l'acier de qualité, il faut des énormes chaudrons. Donc, c'est ce qui sont tout simplement les aciéries traditionnelles. Et à un moment donné, il y a eu un disrupteur qui est arrivé qui a dit nous, on sait faire de l'acier dans des petits chaudrons, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Pas de bol, ça fait aussi de l'acier un peu pourri. Alors, sentez déjà le parallèle avec l'IA. On sent que dans tous les domaines, l'IA nous amène la possibilité d'avoir des services moins chers. Mais souvent, vous savez, on dit ouais, c'est un peu moins bien. Ok, c'est automatique ou c'est gratuit, peut-être que c'est 20 € par mois avec ChatGPT, mais quand même, ça ne vaut pas ce que nous on fait. Hein. Ils sont arrivés par le même biais. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un acteur traditionnel voit face à lui un acteur nouveau, beaucoup moins cher, mais qui fait un produit moins bon, mais beaucoup moins cher? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Alors c'est marrant, les réponses que j'ai souvent à cet endroit-là, c'est ils vont le racheter, ils vont faire pareil, etc. Alors, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Parce qu'ils ont cette phrase extraordinaire que vous avez déjà entendue 100 fois. Nous, c'est la qualité. Donc vous inquiétez pas les amis, on raconte ça au board, on se tourne vers le directeur financier, ça va le faire, tout va bien. Regardez, ça marche même pas très bien, ils ont 25% d'erreurs, nous on a 15, ils s'en sortiront jamais. Alors, ce qui se passe à partir de là est extrêmement intéressant. Donc, l'acteur historique se dit, on s'en fout, c'est le bas du marché, c'est là où on fait le moins de marge. Certes du volume, mais le moins de marge. Nous, c'est la qualité, donc on laisse tomber. Donc, tout ce qui est acier de mauvaise qualité, ce qui étaient les grosses barres en métal qui sont dans les murs, et on s'en fout. Et ils perdent le bas du marché. Mais qu'est-ce qui se passe après ça? La technologie progresse. Et donc, cet acteur qui savait faire de manière beaucoup moins chère de l'acier de mauvaise qualité commence à faire de l'acier un petit peu mieux. Que disent les acteurs historiques? Tant pis, vous savez, c'est de la mauvaise qualité, c'est pas nous on ne fait pas du milieu de marché comme ça ou du milieu bas de gamme. Nous, on fait du très haut de gamme, c'est comme ça, c'est notre positionnement, donc on s'en fout, c'est là où on fait le plus de marge. Évidemment, l'histoire, vous l'imaginez pour la suite, hein, l'histoire se répète, les gammes augmentent en qualité progressivement jusqu'au moment où, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'aciérie traditionnelle parce que juste en termes de compétition, c'est intenable et les acteurs nouveaux qui sont arrivés avec les nouvelles technologies en termes d'aciérie ont mangé tout le marché traditionnel. Ça, c'est ce qu'on appelle une disruption par le bas. Alors, c'est hyper important parce que, vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de métiers qui sont attaqués d'une certaine manière par ChatGPT. Je dis attaqués parce qu'il y a un sentiment d'attaque. Tous les métiers, par exemple, du conseil, tous les métiers, par exemple, tout ce qui est coaching, psychothérapie, tous les métiers de la prestation intellectuelle, la conformité, etc. Alors, non pas que ces métiers vont disparaître demain ou qu'ils n'ont aucun sens, mais l'idée que la qualité qu'a l'IA aujourd'hui soit une fin en soi et que par le fait que la qualité ne fasse pas aussi bien que les humains,
jamais l'IA les remplacera, jamais l'IA ne pourra se proposer de manière compétitive, c'est une erreur. Et on sait déjà que l'IA a vocation à être meilleure sur la plupart des sujets, non pas parce qu'elle est plus intelligente, juste parce qu'elle dispose de mémoire infinie, d'un temps infini, et qu'elle ne fatigue pas. On est un peu moins bien équipé que des processeurs, comment vous dire. C'est pas grave, mais il faut se poser la question de pourquoi on fait ce qu'on fait, et surtout, ne pas regarder la faiblesse actuelle de l'IA comme étant un défaut ad vitam aeternam. Sur tous les sujets où aujourd'hui l'IA est faible, elle est en train de progresser en qualité et de baisser en coût en même temps. C'est ça une disruption low-end. Alors, l'autre approche, en termes de disruption, c'est ce qu'on appelle le new market. New market, c'est quand on a un segment de marché qui jusque-là n'était pas trop attaqué, on s'en occupait pas trop, et en fait, à un moment donné, il y a un produit qui arrive pour eux là où c'était pas possible. Alors, l'exemple le plus connu de ça, qu'on appelle aussi parfois l'océan bleu, c'est le Cirque du Soleil, vous savez, tarte à la crème, réinvention du cirque, c'est toujours du cirque techniquement, mais on a viré tous les trucs qui sont un peu désagréables, on a mis une vraie histoire, les gens sont bien installés, il n'y a plus le gars qui gueule avec les pop-corn dans les rangs, enfin, on a réécrit l'histoire du cirque d'une manière différente et c'est plus le même public. Et donc là, il y avait un public qui n'allait pas du tout dans ces trucs-là, qui d'un seul coup s'y retrouve. Et donc, on a remplacé les animaux, etc., par des trucs avec des sauts périlleux, quelque chose de plus artistique, plus visuel. Il y a une histoire tout du long, etc. Donc, on réécrit le phénomène, mais ça se voit aussi dans des univers beaucoup plus industriels. Par exemple, Honda, dans les années 70, sauf erreur, quand ils essaient de percer aux États-Unis, sont bloqués par les Harley-Davidson, tout simplement parce qu'ils sont trop bien installés. Et ils se rendent compte tout simplement que Harley-Davidson, c'est une petite frange de population de gens qui sont très motards. Et en fait, il y avait un besoin pour quelque chose de plus casual, quelque chose de plus quotidien pour aller acheter ses œufs le dimanche et puis peut-être flâner un peu dans les bois. Et ce n'est pas le même public. Et donc, une disruption, ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir un produit de nature différente. Alors, je vous donne un exemple en termes d'IA. Si par exemple vous vous intéressez au milieu du stylisme. Vous savez, on peut avoir un styliste, quelqu'un qui nous aide à mieux nous habiller, mieux nous coiffer, mieux se maquiller, etc. etc. Ben, ce n'est pas juste une question de prix, le stylisme, c'est aussi une question d'intégration dans le quotidien. Ben, aujourd'hui, par exemple, il y a des IA qui aident à gérer le stylisme personnel. Et ce n'est pas juste moins cher, c'est aussi quelque chose qui est plus facile à intégrer parce que c'est quelque chose qu'on peut appeler tous les matins de manière instantanée et donc qui s'adresse à un public qui est aussi moins prêt à y passer des heures mais qui en a besoin au quotidien. Et donc l'usage change. Donc la disruption, c'est le fait de baisser les coûts de temps en temps, mais c'est, ou en tout cas de démarrer plus bas, parce qu'après on l'a vu, ça remonte, mais c'est aussi parfois le fait tout simplement d'avoir un positionnement différent. Il y a des gens qui n'auraient jamais acheté 4 heures de stylisme par mois, mais qui sont capables de passer 5 minutes par jour sur une IA qui va les aider à repenser leur habillement, etc. Souvent, point important, l'IA est présente sur les deux à la fois. 95% du temps, l'IA fait à la fois du new market et du low-end, c'est-à-dire qu'à la fois ça casse les coûts, ça ouvre des nouveaux marchés et ça fonctionne de manière tellement différente qu'on a des nouveaux utilisateurs. C'est pour ça que l'IA, en termes de disruption, c'est aussi violent, parce que ça marque dans tous les camps à la fois. Ça ouvre les utilisateurs, ça baisse les coûts, et donc le segment qu'il est possible d'attaquer devient absolument énorme. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'une innovation de rupture, une disruption, c'est un changement de la formule de profit. Alors, c'est quoi une formule de profit? Une formule de profit, c'est la manière par laquelle vous faites de l'argent. Je donne un exemple de changement radical de la formule de profit, la musique, avec l'arrivée d'Internet. On aurait pu se dire que bon, Internet arrive, on va commander ses CD par la poste, ça va très bien se passer, on commande sur Amazon, le CD arrive et puis on est très content. Et puis on achète toujours les musiques comme ça, 10 €, on a 12 pistes et puis ça marche. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. À un moment donné, l'industrie même de la musique s'est réécrite avec de l'abonnement et le modèle même de rémunération des artistes a complètement été chamboulé. C'est ça, une formule de profit. Ça, c'est une disruption. Et donc, de la même manière, l'IA vient changer la manière dont on vend les produits et services. Et si vous êtes capable de savoir comment, vous êtes les maîtres du monde parce que c'est là où les disruptions se font de la manière la plus puissante. Et donc, quand vous avez, par exemple, moi je rencontre régulièrement des boîtes, des PME, des ETI qui mettent en place de l'IA. Je ne me suis pas présenté au début, j'ai oublié cette étape. C'est terrible, il faut quand même que je le fasse. Moi, mon boulot, c'est d'accompagner les boîtes à mettre en place de l'IA. On le fait beaucoup avec la BPI en particulier. Je suis consultant donc, en IA depuis quelques années. Et pendant 10 ans, j'ai équipé les grosses boîtes en IA, notamment la défense française, mais aussi banque, assurance, etc. Sur tout ce qui est traitement du mail et du document avec des technologies un petit peu innovantes. Et donc, une partie de mon quotidien, c'est d'aider les boîtes à choisir est-ce qu'on fait du quick win, est-ce qu'on fait du projet critique, est-ce qu'on fait de la disruption. Et en fait, à chaque fois qu'il y a de la disruption, le danger, c'est qu'il y a une petite boîte à côté qui, elle, démarre en mode AI first, c'est-à-dire qu'ils font que de l'IA depuis le début, et donc ils ne s'embêtent pas avec les processus historiques, etc. Ils font un truc qui est complètement différent, peut-être avec plus d'erreurs, plus de machin, un truc, etc. au début, mais comme vous l'avez vu en low-end, va démarrer par le bas.
Et donc si l'entreprise historique, celle qui est déjà installée, ne profite pas de son réseau et de sa puissance actuelle pour elle-même faire sa disruption, ça va être difficile. Je vais vous raconter un petit peu comment on y arrive de l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est qu'en vrai, ce n'est pas parce qu'on n'est pas une start-up ou qu'on a déjà un business historique et plus classique activé qu'on ne peut rien faire. Alors, je vous donne un autre exemple de disruption. Les courtiers traditionnels. Donc vous savez, tous ces gens qui vous aident à placer de l'argent. Historiquement, placer de l'argent, c'était réservé vraiment à une élite et ça coûtait très cher parce qu'il fallait tout simplement avoir un agent qui allait s'occuper de vous et c'était réservé à plutôt à une élite. Et à un moment donné, il y a Charles Schwab, donc une banque très connue, qui s'est dit bah non, en fait, Internet arrive, on ne va pas faire ça du tout et on va casser la mécanique. Et donc on va passer d'une mécanique où on gère tout à la main et on gère les clients individuellement, à une mécanique où chacun peut mettre son argent en ligne. Et en fait, tout ce qui est administratif, ça va être fait en ligne et puis tout va bien et puis il n'y a pas de problème. Donc ça a été un des premiers à faire ça. Alors pour nous, aujourd'hui, encore une fois, c'est évident. Mais pour voir des fois, voir l'évidence dans le passé, ça nous aide à voir l'évidence qui est devant notre nez en IA qu'on ne voit pas encore. Parce que tant qu'on n'y est pas, on se dit c'est bizarre, ça ne va jamais se passer. Puis une fois qu'on y est, on dit bah oui, c'est évident. À l'époque, c'est pareil. Les gens se disaient ce ne sera pas possible. Résultat, en 99, ce monsieur se trouve à gérer 33%, un tiers, c'est ça, 33% du trafic mondial de tout ce qui est courtage en ligne. Ce qui est énorme, même pour l'époque. Et en fait, ça c'est hyper intéressant parce qu'une définition de l'IA possible, c'est la création d'un monopole temporaire. C'est une des définitions économiques de l'IA qui existe, de l'innovation, pardon. Et donc évidemment que l'IA elle-même, en amenant des innovations, permet de créer des monopoles temporaires. C'est ça qui est intéressant. Voilà, juste pour vous montrer qu'en 99, c'était une évidence pour personne. Aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde et on n'en parle même plus. Mais c'est toujours comme ça, c'est très ingrat d'être dans les premiers et en même temps, c'est extrêmement puissant. Alors, comment on fait cette transformation de la formule de profit? Comment ça se passe? Je vais vous donner un autre exemple, cette fois en IA, de quelque chose qui est en train d'arriver, qui n'existe pas encore tout à fait, mais qui est en train d'arriver dans tout ce qui est audit et conformité. Alors, si vous connaissez ces gens-là, dans l'audit, dans la conformité, qu'est-ce qu'ils traitent toute la journée? Des documents, des PDF. Comme je vous disais au début, les documents, les PDF, tout ça, c'est un des trucs qui se transforme le mieux aujourd'hui. Alors, j'ai un petit raté. Ce n'est pas les courtiers traditionnels, c'est les experts de l'audit et de la conformité. Il y a un mauvais titre. Donc aujourd'hui, quand vous êtes expert en conformité, ce que vous vendez, c'est du jour homme. D'accord? Donc vous vendez des jours hommes, c'est un coût important, vous avez un délai d'exécution, oubliez ça. On espace autant que possible les audits parce que ça coûte très cher. Et les experts sont focalisés sur la tenue du planning. D'accord? Ça, effectivement, c'est tout ce qui est audit et conformité. Quand vous passez avec de l'IA, vous changez le modèle et d'un seul coup, vous avez de l'abonnement pour un coût faible et vous avez une exécution qui est instantanée que vous faites au fur et à mesure. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Quand la technologie arrive, les propriétés même du produit ou du service changent. Et du coup, la manière dont on l'utilise vient de changer. Pour beaucoup d'entreprises qui jusque-là faisaient de l'audit ou de la conformité par obligation, ça devient aussi un moyen stratégique, maintenant que ça commence à coûter pas cher et être intéressant, de produire de la valeur. Par exemple, il y a des années de ça, j'ai bossé avec une banque pour son inspection générale. Ils avaient une problématique tout bête, c'est qu'ils sont obligés d'écouter les appels des conseillers téléphoniques. C'est chiant comme la mort à faire, et ils écoutaient un tout petit morceau, alors que contractuellement, ils sont obligés, pour des raisons légales, d'en écouter un plus gros morceau. C'est toujours très compliqué à faire. Ils se sont rendus compte que dès lors qu'ils pouvaient le faire avec l'IA, c'était plus un enjeu de conformité, c'était devenu un enjeu de performance. Subitement, ils devenaient capables d'améliorer la performance de leurs téléconseillers et donc d'augmenter leur chiffre d'affaires parce qu'ils avaient des indicateurs de performance ultra précis et exhaustifs. Et en fait, ça a complètement changé la manière dont cet audit-là était perçu. IA, disruption, nouvelle chaîne de valeur. Qui dit nouvelle chaîne de valeur, ni nouvelle équation économique. Alors, quand on a dit ça, il y a une difficulté. Pourquoi est-ce que les acteurs installés ont autant de mal à mettre en place des disruptions? Certains y arrivent parfois, mais on voit bien que c'est difficile. Même Facebook en ce moment qui se prend gamelle sur gamelle, ils sont en difficulté. Il y a des sociétés qui n'ont pas du tout réussi leur transformation, d'autres qui survivent très bien. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que ça marche ne marche pas? Il y a quand même une manière de faire. D'abord, rappelez-vous de cette difficulté. Imaginez, vous êtes une grosse boîte, vous avez 95% de votre business qui est fait par une méthode, qui est votre cœur de métier. Et d'un seul coup, vous avez une équipe de gars un peu loufoques qui arrivent et qui disent oui, nous on a une nouvelle manière de faire de l'argent. Vous allez voir, c'est disruptif et demain ce sera ça. Donc là, le directeur financier, il vous regarde
et dit non, vous êtes en train de faire un truc 95% moins cher que ce qu'on fait, à l'endroit où on fait 90% de notre chiffre actuellement. C'est inentendable. Donc pour un directeur financier, pour un COMEX, la disruption par nature est inentendable. Ça pose une vraie question. Comment on disrupte le cœur business? Et si vous avez entendu récemment le fait que Google est un peu flippé en ce moment sur les sujets d'IA parce qu'ils ne sont pas si rapides que ça, et qu'ils sont en train de dire on repasse en mode startup, parce qu'ils sont en train de faire ça. Alors, il y a une technique, il y a une stratégie qui consiste à faire une unité séparée. Parce qu'en fait, le core business, il est tellement occupé à faire ce qu'il a à faire, et ils ont bien raison, que tout simplement, la disruption, il faut la mettre ailleurs. Sinon, tout simplement, la disruption se fait attaquer comme un système immunitaire attaque un virus, et là, c'est pas possible. Alors, la disruptive division, on va lui donner une autonomie totale du point de vue de sa gouvernance. Donc, elle va avoir son propre environnement pour développer par elle-même. Et c'est ce qui va permettre, effectivement, à une disruption d'être possible. Parce que si vous la mettez dans le cœur business, juste rationnellement, c'est pas possible. Une disruption est irrationnelle par nature si vous la mettez dans le cœur business. Il y en a certains qui arrivent avec une main de fer parce que vous avez des dirigeants qui sont extrêmement durs ou parce que la société est en position de stress économique important. Ça peut arriver. On l'a vu quelques fois. Mais c'est plus rare, c'est plus compliqué. Alors, les points clés pour une unité disruptive autonome, quelques points centraux. Allouer les ressources de manière indépendante, propres moyens, complètement indépendant du reste. Adopter des indicateurs de performance spécifiques. Sur un nouveau métier, sur un nouveau business, nouveaux produits, nouveaux services, on ne mesure pas la réussite de la même manière, évidemment. Tolérer la certitude et l'expérimentation, pas facile, mais on sait que ça va échouer, ça ne marche pas du premier coup. Toutes les startups qui réussissent, tous les nouveaux produits, les disruptions, etc., ce n'est pas une courbe comme ça qui est linéaire. On passe par des moments où on se casse la figure. On n'y croit plus, on croit que ça n'a plus marché, qu'on n'y arrivera jamais, que ce n'est pas possible. Et puis, il y a un eureka, il y a un truc à la dernière seconde. Les succès sont jamais linéaires. Donc, cette unité, il va aussi falloir lui faire confiance quand ça galère et quand c'est difficile. Garder le leadership engagé des deux côtés. C'est quasiment 2 boîtes. Et accepter le risque de cannibalisation. Vachement intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand la nouvelle unité se met à fonctionner? Elle commence à manger un peu du business historique. Et il ne faut pas le gérer comme un problème jusqu'à ce que ça en soit effectivement un, parce que c'est une normalité. Alors, je vous donne peut-être une dernière clé de la disruption qui est assez importante. Je vous raconte une petite histoire. Donc, ça, c'est pour vous aider à voir comment on trouve les disruptions dans votre métier vis-à-vis d'une chaîne de valeur. Vous savez, vous avez tous les jours votre métier, vos produits, vos services, et vous les connaissez par cœur, mieux que personne. Comment on fait à partir de là pour essayer de regarder ça différemment, quoi, de voir le truc et de se dire, OK, comment je peux penser sur le côté tout en étant la tête dans le guidon? C'est difficile. Alors, il y a un truc qui aide. Ça s'appelle les jobs to be done. Alors, ça vient encore une fois de Clayton Christensen. Il est malin, le garçon. Sur la disruption, il a vraiment pensé le truc. Alors, pour la petite histoire, c'est assez marrant. Un jour, il y a McDo qui appelle McKinsey qui dit on voudrait vendre plus de milkshakes, aidez-nous. Très bien. McKinsey arrive. Ils prennent toutes les personnes qui à McDo boivent du milkshake, ils les font venir dans une même pièce, ils leur disent OK, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis pour améliorer nos milkshakes? Donc ils disent oui, on voudrait des milkshakes avec plus de goûts différents, OK, plus healthy, OK, et plus gros, OK, très bien. Donc ils font tout ça. Impact sur la vente de milkshakes, négligeable. Donc McDo pas content, McDo appelle Clayton Christensen. Il dit OK, je prends la mission. Il se met à la sortie des McDo et à chaque fois que quelqu'un qui sort avec un milkshake, il attrape, il pose la question où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et en fait, il se rend compte que les gens qui prennent un milkshake, c'est parce qu'ils ont un temps de trajet le matin qui est assez important. C'est les États-Unis, vous imaginez bien. Et en fait, le milkshake, ça a une particularité vachement intéressante. C'est que c'est ultra long à siroter parce que c'est une petite paille pour un truc très épais. Et donc, vous passez 1h30 dans les transports, c'est pas grave, vous allez le siroter pendant 1h30. Et il se trouve qu'en plus, c'est très plâtreux. Et ces gens-là qui sont dans les transports le matin, ils vont avoir un déjeuner qui sera peut-être à 13h, 13h30, ils ont faim. Et en fait, ça va littéralement plâtrer l'estomac. Et en fait, le milkshake, c'est ça le besoin. Et du coup, le concurrent du milkshake, c'est pas forcément le milkshake de chez Starbucks, c'est le Mars dans la boîte à gants, c'est la radio qui va occuper un peu, etc. Et en fait, c'est ça le job to be done du milkshake. Le job to be done, ce n'est pas un job au sens métier, c'est le besoin psychologique, le besoin concret, sous-jacent. De la même manière que si vous allez à Disneyland, le job to be done n'est pas de faire des attractions, c'est de passer une journée inoubliable en famille.
C'est ça le job to be done. Et quand vous savez pourquoi vos clients achètent ce que vous achetez, ils l'achètent jamais pour la raison au premier degré. Il y a toujours une raison derrière la raison. Et quand vous êtes capable d'adresser ça, et que vous remontez la chaîne de valeur, et que vous dites, OK, est-ce qu'à la racine du problème, je peux le gérer différemment avec l'IA? Vous avez vos innovations qui apparaissent, et vous avez vos disruptions qui apparaissent. C'est pour ça que le job to be done est aussi important. Et c'est pas si facile, hein. Ça prend un peu de temps de trouver le job to be done. Il paraît évident comme ça. Moi, j'ai vu des start-upers se planter en montant des startups dans l'univers industriel dont eux-mêmes venaient parce qu'ils étaient trop le nez dans le guidon de leur propre univers industriel. Ça existe. Le job to be done, c'est pas une évidence. Savoir pourquoi les gens achètent les trucs, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça complète la chaîne de valeur? Et c'est pour ça que les disruptions sont aussi bizarres et aussi torturées du point de vue du modèle économique vis-à-vis de ce qui existe historiquement. Parce qu'elles répondent aux mêmes besoins fondamentaux, mais d'une manière qui n'a rien à voir. Et très souvent, on se rend compte qu'en fait, on peut court-circuiter la manière de répondre aux besoins actuellement par quelque chose de beaucoup plus radical, complètement orthogonal. Voilà. Donc, en résumé de cette session, l'IA est une disruption, parce que je l'ai assez dit. C'est pas difficile de trouver ces jobs to be done. Ça prend un peu de temps, mais ça se fait. Moi, je l'ai fait pas mal de fois en mission pour des boîtes qui m'ont juste dit hey, est-ce que tu peux trouver les disruptions, s'il te plaît? Ça se fait bien, ça se fait efficacement. Ce que ça nécessite, c'est la modestie de se dire que l'IA, c'est pas parfait, mais dans tous les domaines, c'est en train de s'améliorer. Et je peux vous le dire, moi qui travaille dans l'IA depuis 15 ans, ce qu'on voit, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu cette étude du MIT qui dit que 90% des projets IA foirent, ne passent pas en prod. Moi, ça me rend complètement fou. On a 100% de nos projets IA qui marchent. Juste l'IA, ça fonctionne, quoi. C'est un truc, ça roule et ça va s'améliorer. L'idée que l'IA, ça marchouille et que c'est des problèmes, etc., c'est vrai, il y a des trucs qui ne marchent pas bien, il y a des choses qui sont améliorées, etc. Mais globalement, ça marche très bien et ça marche de mieux en mieux et ça se verticalise sur tous les domaines. Donc, trouver les jobs to be done, c'est être capable de se projeter. Et pour compléter justement sur l'étude du MIT que tu cites, donc il y a quand même quelques biais sur la cohorte d'entreprises qui ont été sélectionnées. Finalement, il n'y en a pas tant. Et surtout, en fait, quand on parle d'adoption de l'IA, c'est quoi la question? C'est est-ce que j'ai installé Copilot dans mon entreprise, j'ai laissé tourner et en sortie, j'ai plus de productivité? Ou c'est est-ce que j'ai vraiment décidé d'intervenir en mode projet? Je me suis interrogé sur les cas d'usage que je voulais pousser. Et j'ai mis les moyens humains et financiers derrière pour réaliser la transformation. Et ce qu'on observe, nous, c'est que en fait, si on se pose ces questions-là en amont, c'est-à-dire de qu'est-ce que je veux faire vraiment avec l'IA, là, ça fonctionne. Parce qu'en fait, on a un objectif. L'IA pour l'IA gadgets, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal. Et ça, c'est toutes les entreprises, toutes les grosses boîtes. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés, mais ont eu cette démarche-là d'ouvrir des licences ChatGPT, Copilot. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est bien pour la productivité individuelle. C'est-à-dire qu'il y a quelques collaborateurs qui effectivement vont aller plus vite pour répondre à des mails, vont traiter plus vite certaines informations, avec certains risques. Il y a fuite de données, entraînement de modèles étrangers, voilà, ça pose certaines questions. Mais c'est pas ça. En fait, vous n'allez pas pouvoir mesurer un gain sur votre activité parce que c'est pas ça qui va être structurant et ça va pas se faire tout seul. En revanche, toutes les boîtes qui ont une vraie stratégie, c'est-à-dire qui se posent la question de ce qu'elles veulent faire, à quels besoins elles veulent répondre et où elles veulent aller, c'est là que c'est beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus impactant. Et notre recommandation, c'est vraiment, faut vraiment se poser ces questions-là au début. Faut pas attendre que ça tombe du ciel. Et vu qu'il y a un manque de compétences, faut pas hésiter à se faire accompagner, mais il faut bien se faire accompagner. Donc quand vous choisissez un consultant avec qui vous bossez, vous pouvez passer par nous, mais posez-vous déjà la question du background et de la légitimité de la personne. Il y a une explosion du nombre de consultants en IA depuis 3 ans. Moi, mon boulot, c'est de les recruter et de les sélectionner. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché qui est énorme. Et c'est normal, on va reprocher à personne. Mais posez-vous la question des compétences réelles de la personne en face et de ce qu'on appelle son track record, de ses références. Est-ce qu'elle a vraiment réussi à pousser un projet, une industrialisation chez un client? Il y a déjà un peu moins de monde. Et surtout, l'IA, c'est vraiment pas de la magie. On entend souvent, tiens, regardez, moi je vous fais gagner 30% de productivité dans les 3 mois. En général, c'est un vœu pieux, ça fonctionne pas très bien. Tout simplement parce que les quick wins qui sont vendus, ou c'est sur des petits outils d'automatisation pas forcément très très robustes. Et à l'épreuve du temps, on se rend compte que ça fonctionne pas très bien. Donc vraiment, il y a une vigilance avec le sujet. En fait, il y a d'un côté une urgence à se saisir du sujet, parce que ça va concerner absolument tout le monde. Mais il faut savoir se hâter lentement. C'est une transformation quand même sur le temps long. Il faut prendre le temps de le faire et les moyens de bien le faire.
Et c'est sûr qu'à long terme, on n'arrive pas, on peut pas mesurer le niveau de disruption. Ça va être colossal, on le sait déjà, mais on ne sait pas à quel point. Ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, les transformations, elles sont pas encore aussi importantes que ça, même si ça va très très vite. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, hein, sur les productions qu'il y a en mission aujourd'hui par rapport à ce qu'il y a 2 ans, c'est radicalement différent. Enfin, les cas d'usage d'il y a 2 ans qui étaient considérés comme justement critiques sont aujourd'hui faciles. Enfin, et le niveau en fait que s'accélérer, c'est assez impressionnant. Et on ne sait pas où ça va. Très honnêtement, ça peut aller encore très 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 loin. Oui, et puis je conclurai en disant aussi que les disruptions, effectivement, quand on est sur le terrain, c'est ce qui est le plus difficile à mettre en place. Globalement, à chaque fois on le voit, c'est ce que montre l'étude de BPI. C'est pas dramatique parce qu'il y a plein de quick wins qui permettent de rentrer sur le sujet, mais il faut être très clair sur le fait que là où les winners vont le plus se démarquer sur les temps qui viennent, ça va être sur les disruptions. Et à cet endroit-là, ça peut être un peu violent. Donc je pense que c'est le bon moment pour s'y mettre, très clairement. On a encore 3 minutes, donc on peut prendre éventuellement des questions s'il y en a. Oula, il y en a plein. Alors, c'était Madame qui avait levé la main la première, et après, on va prendre comme ça, Madame après, et Monsieur. Est-ce que vous pouvez revenir sur la partie compétences techniques? Est-ce qu'on parle de compétences d'ingénieur? Est-ce qu'on parle de no-code? À quel point c'est accessible? Vraie bonne question. Alors, sur les compétences d'un consultant en IA, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas tout demander. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des personnes qui, plutôt un profil data scientist, qui savent travailler avec des grosses bases de données, surtout qui savent faire des algorithmes. Il y a des personnes qui vont être plutôt data engineer, c'est-à-dire qu'ils vont savoir travailler sur la donnée, brancher la donnée à l'algorithme. Il y a des consultants qui vous aident à travailler sur les volets plus fonctionnels. Donc, effectivement, c'est un peu la difficulté aussi, c'est qu'une personne ne peut pas tout porter. C'est assez rare. En revanche, sur les parties qui sont stratégiques, c'est-à-dire la définition, l'identification, la définition des cas d'usage, il faut prendre des personnes qui ont l'habitude de faire et surtout qui savent aller un petit peu plus loin que juste utiliser un outil d'IA générative grand public. L'IA, d'ailleurs, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est pas que l'IA générative. L'IA, c'est pas que ChatGPT. Il y a des cas d'usage d'IA qui sont d'ailleurs beaucoup plus transformants sur de l'analyse prédictive, de la vision par ordinateur, ce qu'on appelle de la recherche opérationnelle. Et ça, c'est d'ailleurs de l'IA qui existait avant OpenAI et ChatGPT. Hein. Et en général, d'ailleurs, quand on parle de projets critiques, c'est pas des projets d'IA générative. C'est typiquement dans l'industrie, quand on fait de la maintenance prédictive à haut niveau, là, c'est des bons gros algos avec des bonnes grosses bases de données à l'ancienne et du machine learning, du NLP derrière. Et ça fonctionne bien et mieux. D'ailleurs, il y a toute une réflexion aussi aujourd'hui sur les modèles d'IA qu'on implémente dans les entreprises. Aujourd'hui, ce matin, on animait une table ronde IA et environnement. Il y a énormément de data centers qui sont prévus, qui vont se développer un petit peu partout. On va massifier les usages de l'IA, mais il va se poser aussi des enjeux de souveraineté derrière. Et il vaut mieux maîtriser les algorithmes que vous utilisez, surtout quand vous utilisez des données critiques. Et en général, on est mieux d'utiliser un algorithme un peu plus frugal, pas forcément d'IA générative, sur quelque chose qu'on maîtrise, que tout envoyer chez des gros éditeurs américains qui peuvent vous promettre un peu tout et n'importe quoi. Il y a un vœu américain, hein, c'est une espèce de religion dans le futur qui serait celui de l'intelligence artificielle générale, l'AGI, une IA en fait généraliste qui ferait tout. Il y a beaucoup d'experts Thomas d'ailleurs tu as peut-être un avis là-dessus, mais qui se disent que ça ne sera pas possible. Moi c'est mon avis aussi, et surtout je pense qu'il faut s'en éloigner, il faut plutôt se penser sur des usages verticaux. Je suis éloigné de la question de départ, je me suis un peu perdu, mais voilà. Pardon. Ouais. Alors il y avait madame et après monsieur. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que moi je suis un vieux et j'ai connu l'introduction de l'internet. Et quand je suis rentré dans ma première boîte d'internet, on faisait tout. On faisait du site internet, on faisait de l'hébergement de serveurs, on faisait de la transmission, on faisait tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que sur l'IA aujourd'hui, on n'est pas dans cette phase-là où l'IA est partout? Comme vous venez de le dire, un IA qui détecte un cancer n'a rien à voir avec un IA qui génère un bouquin, et encore moins celui qui fait de la détection de panne sur un moteur. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème de vocabulaire là? Oui, alors sur la manière dont on définit les cas d'usage et dont on vend l'IA, en fait le problème c'est que l'IA c'est un mot valise pour tout. D'ailleurs sur les définitions de l'IA, il y en a des centaines et personne n'arrive vraiment à s'accorder. Il y en a même qui disent que ça n'existe pas. J'ai vu passer ça. Mais oui, il faut bien toujours s'interroger sur la finalité et sur l'usage. C'est ça en fait, c'est pas de la magie, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je transforme. Et l'IA c'est qu'un moyen, c'est qu'un outil.
C'est qu'un prolongement d'ailleurs de la révolution informatique. C'est globalement l'IA, c'est comment on traite et comment on gère de l'information. Et c'est le nouveau portail. Mais oui, il faut s'interroger sur la finalité. On peut prendre une dernière question et après on a dépassé, c'est ça? Ouais. Merci. Moi, j'avais une question parce que justement, pour rebondir sur ce qui a été dit, l'IA, c'est souvent un terme qui est un peu galvaudé et qui est utilisé à toutes les sauces. Et je voulais savoir comment vous accompagnez, vous, les entreprises que vous conseillez, pour réussir à identifier dans leur use case des use cases qui ne sont que de l'automatisation qui pourrait être fait par algorithme classique plutôt que par IA. Enfin, comment vous faites le distinguo? C'est une très bonne question. En fait, en effet, nous, nos accompagnements, ils ont en effet un peu cheval de Troie. C'est-à-dire que le prisme d'entrée, c'est un dirigeant qui dit « moi, je veux faire de l'IA ». Donc on dit bah, « super, on va venir chez toi et on va discuter IA, mais on va te demander ce que tu veux faire ». Et parfois, ce que tu veux faire, bah, c'est pas de l'IA. Il y a des outils très simples, digitaux, informatiques, qui font très bien. Voilà. Parfois même, c'est un problème d'organisation. C'est pas un problème d'IA. Et justement, ça rejoint ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est la question, c'est qu'est-ce que je veux faire? Avant de dire je veux faire de l'IA, il faut se demander qu'est-ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire. Et nous, en fait, c'est pas du tout une déception quand le dirigeant en sortie, il fait pas de l'IA et qu'il fait autre chose. Justement, en fait, du moment qu'il s'interroge sur sa stratégie et ce qu'il veut faire, si en sortie, bah, c'est pas l'IA la solution, c'est très bien. Simplement, l'IA apporte énormément de possibilités. Donc, on trouve souvent des choses à faire avec de l'IA. Mais parfois, c'est vrai que la première conclusion, ça va être installe un CRM, en fait. C'est bien. Ça sera peut-être mieux d'ailleurs qu'autre chose. Oui. Ouais, déjà, merci pour toutes les informations hyper intéressantes. Je me permettrai juste d'aller un tout petit peu plus loin par rapport au thème. Le modèle que vous avez présenté sur la business autonome a été démonté en fait par la Harvard Business Review justement sur les petites entreprises. Et sur les petites entreprises, ils disent mais en fait vous n'avez pas la possibilité de monter une autonomie, et donc du coup ils partent sur le principe de changement en fait de coteur en disant trouvez plutôt des petits gains et surtout des équipes. Et donc la première approche d'ailleurs qui est aussi reprise par le MIT, c'est de dire ok, quand vous êtes dans une société grosso modo en dessous de 100 personnes, vous avez plutôt intérêt à passer par les quick wins, entièrement d'accord avec vous, de faire participer les gens et de faire ce qui est parfaitement décrit dans Alerte sur la banquise, qui est un super bouquin très pragmatique, de allez-y, il y a de l'urgence, on réunit des gens, on y va et on fait. Et le deuxième aspect par rapport à ça qui est pareil ressorti, c'est quand vous voulez analyser, c'est un peu ce que vous disiez, quand vous voulez analyser ce qu'on va changer, c'est le principe qui est ressorti à la Seconde Guerre mondiale sur les avions, c'est à un moment donné on va regarder ok, pourquoi les avions qui rentrent et ils analysent les impacts de balles et ils disent bah, on va renforcer là où il y a les impacts de balles. Erreur, en fait ceux qui ne rentrent pas, c'est ceux qui ont les impacts de balles justement où il n'y en a pas, donc il faut renforcer. Et ça sur une PME, le principe c'est de l'analyse de valeur, enfin, c'est j'imagine un framework que vous utilisez par cœur. Et donc pour moi, juste pour avoir les deux, c'est dans une PME, d'abord c'est petite équipe, quick win comme vous l'avez dit, et ensuite on embarque parce que la disruption elle a été démontée en autonomie, ils n'ont pas la possibilité, trop petit. Et le deuxième c'est le framework, j'imagine que vous utilisez quoi. Oui, j'essaie simplement de faire en sorte qu'on ait une solution pour ces boîtes qui sont un peu plus petites. Parce que quand on a une boîte de 100 personnes, je prends même plus petit, en ce moment je bosse avec une boîte de 50 personnes où la disruption elle est genre évidente, mais il y a une évidence absolue. Et il se passe tous les phénomènes qui se passent d'une boîte qui essaie de disrupter de l'intérieur, parce qu'ils le font de l'intérieur, ils n'ont pas de business unit autonome séparé. Ils ont toutes les difficultés des freins internes, etc. qu'on connaît, et en même temps il faut qu'ils le fassent, c'est évident, parce que s'ils ne le font pas eux-mêmes, ils vont se faire bouffer. Donc il y a un truc qui marche dans ce cas-là, et ça je l'ai vu, c'est d'avoir une main de fer. À un moment donné, si on a un dirigeant, un COMEX qui est très très fort là-dessus, ça peut être parfois, ça peut paraître un petit peu dur, mais ça marche. C'est l'autre alternative, c'est d'avoir des dirigeants qui sont extrêmement durs. Et j'en connais plusieurs qui ont fait ça sur l'IA. Ça marche, c'est une autre option. Et c'est vrai que sur les petites boîtes, des fois, l'unité séparée n'est pas toujours possible. Ça dépend des cas, c'est vrai. Alerte. Alerte. Merci à toutes et tous pour votre attention. Pour les dirigeants qui seraient intéressés par ce qu'on propose, vous pouvez taper Diag Data IA BPI France dans Google, vous allez retrouver très facilement. Voilà. Et puis je vous remets le lien vers le livre blanc. Voilà, qui est là. Vous avez toutes nos conclusions sur l'étude et des conseils pratiques pour implémenter l'IA chez vous.